Allez, bonjour à tous, vous pouvez respirer à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. J'ai à mes côtés aujourd'hui un aventurier un peu atypique à notre époque, au XXIe siècle, Jérémy Biget, bonjour. Bonjour Thibaut. Bienvenue Jérémy, votre credo, c'est le trek en mode solo et ultra léger pendant des semaines à la découverte de montagnes sauvages, des aventures que vous racontez dans des films qui rencontrent un certain succès dans les festivals, il faut bien le dire. Ça vous fait un point commun avec notre deuxième invité, Benjamin Védrine. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue, habitué des festivals de montagne et de l'émission Grand Air d'ailleurs. Vous avez été élu meilleur alpiniste de l'année par nos confrères de Montagne Magazine. Vous collectionnez les records et les défis. Le prochain est en préparation et consistera à sprinter le K2 à la journée. Et vous aussi, comme Jérémy, vous aimez mettre en image vos aventures. On a un point commun là-dessus. Ouais. Je crois que vous êtes d'ailleurs rencontré récemment dans un festival de Val d'Isère, ouais. J'étais à l'écran, il était devant l'écran. Ah, dans le jury. Ouais, dans le rôle inverse cette fois. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film de Jérémy? Moi j'ai adoré, je m'y suis retrouvé, j'étais dedans. Vous avez mis une bonne note alors? J'ai mis une bonne note, faut le dire. Bon. C'est toujours stressant d'être jugé par des professionnels. C'est sûr, c'est stressant et puis c'est aussi une fierté de montrer son projet à des gens comme Benjamin parce qu'il y a une inspiration derrière et la légèreté et la montagne. C'est un juste retour des choses et j'ai pris vraiment plaisir à montrer mon film à Benjamin à Val d'Isère. Bon, on enverra des images de ce film qui s'appelle Le Fils du Vent, qui a cartonné aussi aux rencontres ciné-montagne, comme le film de Benjamin l'an dernier sur le Broad Peak et le K2. Dernier invité de cette émission, Denis Coupet. Bonjour Denis. Bonjour Thibaut. Alors vous êtes le fils de Serge Coupet qui a disparu en 2020 à l'âge de 95 ans. Votre père fut un pionnier de l'escalade, notamment dans nos montagnes, ici en Isère, en Chartreuse, dans le Vercors et puis surtout en Oisan. Et puis il a participé également dans les années 50 à la fameuse conquête des 8000, les 14 plus hauts sommets de la planète, qui étaient vierges pour la plupart, enfin les 14 d'ailleurs étaient vierges au début avant d'être conquis. Il a participé à la première ascension du Makalu, 5e sommet de la planète. Est-ce qu'on peut dire que Serge Coupet, c'était un peu le Benjamin Védrine de l'époque ? Je ne sais pas si c'était le Benjamin Védrine de l'époque, mais j'ai beaucoup de respect pour ce que Benjamin fait aujourd'hui. Mais ils étaient assez atypiques dans leur pratique de la montagne. Et papa a toujours été un peu disruptif à faire les choses que les autres ne faisaient pas. Donc ça n'a pas toujours plu d'ailleurs. Et il l'exprime un peu dans son livre. Donc en tout cas, ils allaient vite. Et papa allait très vite. Il allait très vite et il ne se préoccupait pas trop de la corde et du second. Parce que ça lui permettait aussi d'aller plus vite. Donc, Benjamin Puis, dans ce mode-là aussi. J'aime aller vite aussi, c'est vrai. Benjamin allait vite. Et vous avez le même terrain de jeu que Serge Coupet, l'Oisan, qui est votre maison aussi, puisque vous habitez de l'autre côté Hautes-Alpes de ce massif. Oui, puis moi je pense aussi notamment à l'endroit d'où je viens, donc le Diois aussi, la Drôme. Il a fait le topo du Diois, je l'ai toujours d'ailleurs. Donc Archiane, Glandas, c'est tous les tracés qu'il avait fait lui, donc ça me parle énormément. Et évidemment l'Oisan, vu que j'habite à Serre-Chevalier, eh bien c'est mon terrain de jeu actuel, effectivement. Alors si on parle de Serge Coupet, c'est que son autobiographie vient de sortir, ça s'appelle Ma Voix, justement de la résistance au grand alpinisme. C'est sorti aux éditions du Mont Blanc de Catherine Destivelle. 4 ans après sa disparition, pourquoi si tard, j'ai envie de dire? Il avait écrit pour laisser quelque chose derrière lui, pour les enfants, nos enfants. Et on nous a appelé un jour... Un ami de papa nous a appelé en disant il m'avait laissé le manuscrit, on ne peut pas laisser ça non publié, il faut en faire quelque chose. On n'avait pas forcément prévu de le faire à court terme, mais du coup on a contacté Jacques Perret, Gilles Modica, qui sont quand même des grands de l'édition de montagne, et puis on a travaillé avec eux. Catherine Destivelle a supporté le projet et ça vient de paraître après... quelques coupes et il avait beaucoup écrit. Ce qui est amusant, c'est que son livre est émaillé. C'est une longue histoire de chutes successives en fait, parce que ça commence des chutes de vélo sur le porte-bagages de sa mère quand il était petit, mais à des chutes en montagne. Mais surtout, il l'a écrit après une chute bête, mais une chute du toit
de la maison à Chambéry, où il était coincé à Saint-Hilaire-du-Touvet en rééducation. Et il a commencé à écrire à ce moment-là, en se disant que peut-être qu'il n'était pas passé loin, mais que s'il voulait laisser quelque chose, il fallait l'écrire. Ben voilà, la trace, elle est là. On se plongera dans l'histoire de l'alpinisme des années 50 tout à l'heure, avec des images d'ailleurs de cette expédition, cette première française au Makalu. Et puis tous ceux qui aiment l'histoire de la montagne et de l'alpinisme, forcément, trouveront beaucoup de plaisir à lire ce livre. Avant ça, on va se plonger ou suivre les traces plutôt de Jérémy, parce qu'il n'est pas très aquatique, Jérémy Biget. Quand vous n'êtes pas en vadrouille aux quatre coins de la planète, Jérémy, vous vivez ici dans l'agglomération Grenoble, à Saint-Paul-de-Vars, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mes parents sont de Saint-Paul-de-Vars, donc c'est vrai que j'ai beaucoup crapahuté dans le Vercors et en fait, Saint-Paul, donc pour ceux qui connaissent, c'est à 20 km au sud de Grenoble et c'est pas vraiment sur le plateau, c'est au pied des contreforts du Vercors, donc on est surplombé par les montagnes du Vercors et j'avais toujours envie d'aller de l'autre côté. Et, sauf que de l'autre côté, il y a encore des montagnes et je pense que c'est ce qui a créé aussi, c'est cet environnement qui a bien créé ma curiosité à l'égard des montagnes et l'envie d'aller à l'autre bout, quoi. On les appelle comment, les habitants de Saint-Paul-de-Vars? Les vertacomicoriens. Les vertacos, pour simplifier. Bon, autant Benjamin Védrine aime aller vite, comme Serge Coupet à son époque, autant vous, en montagne, vous aimez prendre le temps. Ouais, de prendre le temps. En fait, j'aime prendre une carte déjà, tout commence par une carte et je vais essayer de repérer sur une carte les massifs de montagne. Alors il y en a qui sont mythiques, Himalaya, Pyrénées, Alpes, et il y en a qui sont moins mythiques, les Balkans, les Monts Célestes en Asie centrale, on en parlera juste après. Mais souvent ça fait une ligne, et une ligne assez longue de plusieurs centaines de kilomètres. Et j'aime partir, me lancer le défi de partir d'une extrémité pour aller jusqu'à l'autre en suivant la logique géologique. Et souvent, ça prend du temps. Alors, des fois, ça prend que quelques semaines. Des fois, ça prend plusieurs mois. Et ouais, j'aime ralentir le temps par la marche. Vous avez traversé le Népal, je crois, en 2018, les Pyrénées en 2020, donc par ces lignes que vous évoquez, les Balkans l'année suivante, 39 jours de marche, 1300 km en solitaire, avec un sac de 4 kilos et quelques rencontres inattendues quand même à la clé. J'ai ressorti ces images. Les images d'archives. Voilà. L'une de mes nombreuses rencontres avec les ours, c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que je les attire et que j'ai créé des relations d'amitié avec eux. Au début j'en avais peur et maintenant c'est vrai que c'est plus eux qui ont peur du marcheur, mais surtout je les recherche et je prends conscience de la chance que j'ai d'aller dans des endroits aussi isolés, aussi sauvages qui permettent ce genre de rencontres. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de trek XXL? C'est le sentiment de liberté. En fait, vous le disiez tout à l'heure, je pars longtemps et je pars aussi avec très peu de moyens et un tout petit sac à dos. Et c'est le fait de simplifier mon rapport à l'objet, de simplifier mon rapport au temps, au monde, en le parcourant de la plus simple des manières, puisque c'est vraiment accessible d'y aller par la marche. Et de me dire que voilà, je pars pendant plusieurs mois avec mon sac à dos qui comprend tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont je dépends, et que c'est tout regroupé dans un petit sac de 4 kilos. Et s'il y a quelque chose qui survient, si je dois tourner à droite, à gauche, s'il y a un changement en cours de route, en fait, il n'y a aucun problème. Et ça m'allège l'esprit de partir avec si peu de moyens. Bon, quand on part comme ça à l'aventure, il faut être prêt à affronter toutes les situations. On ne les connaît pas forcément à l'avance. Les situations météo sont souvent les plus compliquées. Là, on vous voit en train de batailler avec le vent, la grêle. Ouais, pour m'alléger, du coup, je pars sans tente, je pars avec une petite bâche de bivouac. Mais l'idée, c'est aussi de ne pas partir avec l'idée de me protéger de la nature et plus faire avec la nature. Souvent, on a envie de forcer la nature, mais en fait, on est là plutôt pour s'y adapter. Elle ne changera pas. Et des fois, ça me remet bien à ma place de me prendre des petites tempêtes dans la figure. Faire avec la nature. Alors, on voit la technique de Jérémy pour se protéger de la grêle quand elle est vraiment trop violente. C'est d'aller mettre la tête dans les buissons. Ouais, c'est ça. Souvent, en altitude, en plus, on n'a pas de quoi s'abriter. Donc là, un peu par dépit, j'ai vu le buisson, j'ai sauté dedans et ça a pu me protéger quelque temps. On n'a pas trop envie d'être à votre place à ce moment-là, quand même. Ouais, mais au fond de moi, je me dis que je l'ai cherché et que j'ai eu envie d'être là. Donc c'est ça qui me permet aussi d'aller de l'avant, même quand il y a quelque chose de difficile qui survient. Je sais que c'est éphémère, je sais que suite à un événement difficile, il va y avoir un événement meilleur et que c'est cette alternance qui me maintient en vie dans ces traversées. En vie au sens avoir l'envie d'avancer, quoi.
Alors, votre dernière expédition, vous l'avez dit, s'est déroulée en Asie centrale, entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Ce ne sont pas des pays très connus, ce ne sont pas des montagnes non plus très fréquentées dans ces zones-là. Ouais, bah, en fait, il y a une chaîne de montagnes qui traverse tous ces pays d'ex-URSS qui s'appellent les Monts Célestes. Alors, rien que le nom, déjà, il attire la curiosité. C'est une zone de la planète où il y a eu énormément d'exploration au 19e siècle, puisque les Soviétiques, les Britanniques envoyaient des missionnaires pour reconnaître ce territoire qui était inconquis et sous aucune colonie. Donc il y a eu plein de récits d'explorateurs, de géologues, d'orpailleurs qui sont partis dans ces contrées. Et moi, je me suis inspiré un peu de tout ça. Ça a développé ma curiosité pour cette région du monde. Et je me suis dit, c'était à mon tour d'aller marcher dans leurs traces en créant un itinéraire et de jouer à l'explorateur. Alors, on a vu la carte de ces deux pays, 90 jours de marche, 2000 km. Et parfois d'ailleurs des jours et des jours sans croiser âme qui vive dans ces régions. Ouais, bah ça apprend à les grandes steppes. Donc il y a des steppes qui sont plus ou moins habitées, ça dépend des conditions. Il y a des steppes au Kyrgyzstan qui ne sont pas du tout habitées du fait du vent, du fait des intempéries, de l'altitude. Et ça apprend à faire avec soi-même aussi. Moi j'ai appris à m'entendre avec moi-même grâce à ces moments de solitude. Et les choses font maintenant que je me fais très bien de ce moment de solitude, que je m'en accommode très bien. Alors certes, il y a des moments difficiles, mais c'est très précieux de se retrouver seul avec soi-même pendant un certain laps de temps. C'est se lever le matin avec une page blanche et toutes les lignes à écrire. Et la journée n'appartient qu'à soi, quoi. Bon, puis Jérémy, quand il est seul, il ne se parle pas. Il a une autre technique pour communiquer avec je ne sais pas qui, regardez. De texte, vous criez pourquoi là? Crier peut-être pour se sentir exister, parce que là ça faisait plusieurs jours que je marchais dans ces conditions donc hyper venteuses. Le vent dans les hautes steppes d'Asie, des fois on se l'imagine pas, mais c'est une lame qui nous plie à chaque rafale. C'est beaucoup de bruit dans les oreilles. Et c'est avec en plus la latitude infinie de la steppe, c'est en devenir fou. Et là, le fait de crier, c'était pour exprimer ma présence au monde et me rappeler que j'étais là, vivant, quoi. C'est un choix de partir seul ou c'est parce que vous trouvez personne capable de vous suivre dans des aventures comme celle-là? C'est un peu les deux. C'est vrai que la façon dont je voyage, qui est un peu, déjà, qui prend pas mal de temps, donc il faut arriver à se libérer. C'est pas très confortable, c'est un peu rude des fois de dormir sous un rocher, de manger des nouilles chinoises crues, mettre la tête dans les buissons. D'habiter la route dans son plus simple appareil. Ça, c'est déjà quelque chose qui plaît pas forcément. Et puis non, il y a quand même le choix de partir seul parce que la solitude, elle débloque des portes, notamment vis-à-vis des gens qui habitent sur place. Le fait d'arriver seul dans un village, ça fait moins peur aux gens que si on arrivait à un groupe de 5 ou 10. Et inversement, le fait d'être seul la plupart du temps, moi j'ai envie de ce rapport humain. Donc ça crée un échange naturel entre les gens que je rencontre et moi. Et ça fluidifie tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre un peu le russe. Si j'étais parti avec d'autres personnes, je pense que je serais resté dans ma zone de confort. On aurait parlé français et j'aurais pas appris un mot de russe à la fin, quoi. Et les Kirghizes, ils parlent russe, c'est ça? Ils n'ont pas un dialecte à eux? Si, ils ont le kirghize, les tadjiks ont le tadjik, deux langues qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Mais du fait de leur passé soviétique, c'est vrai qu'il y a une langue qui est commune à tous ces pays qui est le russe. On vous voit là en train de vous essayer aux Kirghizes et aux Français. Au Kirghize, ouais. Au Kirghize. Mais c'était pareil, ça créait du lien en fait, moi d'essayer de leur transmettre des mots en français et inversement eux en kirghize. Déjà ça donnait des situations marrantes parce que les prononciations elles sont pas du tout les mêmes. Et puis non, c'est un moment d'échange précieux, ouais. Ah, visiblement, l'accent est encore à travailler. Jérémy, si on parle de l'accent des enfants, ils comprennent, ces gens que vous croisez, ce que vous êtes en train de faire? Non. Ils me regardent avec les gros yeux, surtout que du coup j'arrive avec un tout petit sac à dos. Oui, on a l'impression que vous débarquez du coin d'à côté. Que je suis en randonnée la journée, quoi. Et que je pars marcher sur plusieurs mois. Je leur parlais de ma destination finale qui était Douchanbé au Tadjikistan, qui, pour les Kirghizes, surtout les Kirghizes à l'est, c'est une destination qui paraît super loin, quoi. Et que moi j'étais avec mon petit sac à dos, qu'en plus je débarquais par des cols
étaient connus que des bergers locaux, mais qui n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un arriver de ce côté-là, encore moins un touriste. Et non, souvent, ça créait de l'incompréhension, de la curiosité. Et ils me demandaient, mais comment j'ai eu connaissance de ce passage, de ce col qui n'est pas documenté, quoi. Bon, il vous accueille quand même de façon ouverte ou il y a un peu de méfiance de l'étranger? Ah non, là c'était, il sortait le bol de lait de Open jument bar. et il me le tendait. Et des fois même c'était dans la logique en fait de pas attendre l'invitation pour aller dans la yourte. Il y avait quelqu'un qui attendait devant la yourte et qui me faisait un grand signe de venir et qui rentrait immédiatement dans la yourte parce que la réponse devait être positive. Et j'avais pas le choix en fait, il fallait que je réponde à l'invitation et non, c'était chouette. C'était chouette. Après, j'étais un peu la bête de foire aussi parce que à chaque fois que je passais un campement, j'étais invité à manger. Des fois, il y avait des campements tous les kilomètres. Et en fait, j'étais invité à manger tous les kilomètres. Et il fallait que j'explique que la fois d'avant, on m'avait déjà fait goûter tel ou tel aliment. Et, Vous ne pouviez plus, là. non, ouais, je pense que j'ai fini plus gras que maigre à la fin. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà goûté un fromage kirghize de 7 ans d'âge. Benjamin, ça ne vous est pas arrivé, ça, dans votre expérience? Ça m'est jamais arrivé, mais j'aimerais bien. Bon, moi, j'ai eu ce plaisir, je mets des guillemets au mot plaisir, grâce à Jérémy lors des dernières rencontres ciné-montagne. J'ai passé on va dire un bon moment quand même, regardez. Tu vas ou j'y vais? On y va ensemble? Allez. Go. C'est costaud. Hein. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Ça y est, hein. Mais en fait, sur le moment, on m'en donnait vraiment. Fallait pas croquer, c'est ça? Fallait Non, l'avaler. pas croquer, Ah, bah non. ouais, j'ai fait l'erreur. Ah, l'erreur. On m'en donnait vraiment beaucoup. On sur peut le cracher moment, ou pas, non? et puis maintenant, je peux plus en manger. J'ai Bon, été vous nous en dégoûté voudrez par pas, le on truc. va parler la bouche pleine du coup par contre, mais Ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Va falloir meubler un peu là. t'avais pas plus petit comme... On sent bien les 7 ans d'âge. Hein. Et encore, vous avez eu qu'un petit bout, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même une boulette qui fait 2 cm d'épaisseur, hein, normalement. Peut-être pour Eric. J'ai l'impression qu'il est intéressé. Oui, alors non, ça va, mais demain peut-être. Bon, j'en ai encore le goût dans la bouche. Et ça a quel goût alors? Eh ben, j'ai une bonne nouvelle, Benjamin. Non. Eh non, malheureusement, la réserve de Jérémy a disparu. Vous avez Il a la trouvé chance. des amateurs. J'ai réussi à écouler les stocks au gré des projections, parce que comme je le... Ouais, ça m'aurait plu d'essayer quand même, parce que je suis quand même très avide de curiosité culinaire. Bah, t'imagines un fromage dur comme du béton, très très dur, très salé, qu'en fait que tu laisses dans le coin de la joue et ça qui se va marche pas alors. Non, ça se suce, ouais. C'est l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai croqué dedans et ouais. toutes les saveurs se sont libérées d'un coup et j'avoue que c'était un peu surprenant. Et c'est un peu le symbole même en vrai de l'Asie centrale et du passé en Asie centrale que sont les routes de la soie des caravaniers, parce qu'en fait donc c'est un aliment qui se conserve pendant très longtemps et qui était embarqué par les caravaniers qui partaient plusieurs semaines, qui avaient besoin d'aliments qui se conservaient. Et en plus ça avait la vertu de couper la soif, parce que ça crée de la salive beaucoup, donc ça donne la sensation de ne plus avoir soif et c'est assez énergétique. C'est T'as plus envie de rien après. 7 ans, tu peux le garder un an à Ah la ouais, maison. tu peux le garder. Pas de grosse différence. Pas de problème, ouais. On n'a pas de fromage pour vous aujourd'hui. Jérémy m'a ramené le chapeau traditionnel. C'est celui que j'avais sur la tête, celui-là. Ouais, c'est celui que tu avais sur la tête. Ouais. C'est la tante Benjamin. C'est du local. Hein. C'est le kalpak kirghize. Donc en fait, dans ces pays, donc, pour montrer leur identité nationaliste, donc les Kirghizes vont porter ce chapeau, les Tadjiks vont porter un autre chapeau, les Ouzbeks un autre chapeau. Et c'est vrai que depuis l'époque soviétique, qui avait à ce moment-là, ils avaient réuni un peu tout le monde sous la même identité. Maintenant, il y a un peu un retour aux sources à la culture et les Kirghizes sont très fiers d'aller au champ avec le kalpak, donc ce chapeau, donc ils sont en costard avec ce chapeau au champ ou dans la ville, et donc ils m'en donnaient en fait. C'était leur fierté aussi de m'en donner. Leur identité de base. Quoi. Ouais, complètement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un retour à la langue, il y a un retour aux yourtes, parce que pendant la période soviétique, il y a eu plutôt un afflux vers la ville, puisqu'il y avait des maisons pour tout le monde. Il y avait Maintenant, il y a une fierté de revenir à la steppe pendant l'été. En mode de vie traditionnel. Quoi. Voilà. Bon, maintenant, c'est des semi-nomades, parce que dans le passé, ils restaient à la steppe l'été, l'hiver. Mais c'est vrai que l'époque fait que les enfants vont à l'école, les adultes travaillent. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de semi-nomades. Bon.
4 ou 5 kilos de matériel pour 3 mois de marche en autonomie. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Ou qu'est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs qui manque? Du coup, c'est ça, ça simplifie la liste Oui. d'items. Ouais. En fait, il y a tout l'essentiel qu'il me faut pour pas être en danger et pour pouvoir bivouaquer en montagne. Après, c'est sûr que je réduis le confort. Je réduis. On voit que je pèse chaque équipement parce qu'en fait, et je pense que c'est pas Benjamin qui va me contredire, mais si on devient rigoureux sur 10 grammes, 50 grammes, en fait, additionner, au bout d'un moment, on est capable de gagner quand même pas mal de poids. Et par exemple, le fait de prendre un couteau qui fait 5 grammes plutôt qu'un couteau qui fait 50 grammes, ça paraît dérisoire comme ça. Mais si on fait ça pour chaque item de son sac à dos, on peut vraiment s'alléger sans pour autant omettre le couteau ou omettre chaque chose, quoi. Donc c'est toute une stratégie comme ça qui fait que voilà, la tente, j'ai pas de tente, c'est une bâche de bivouac, j'ai un matelas mousse qui est coupé en deux, j'ai un sac à dos qui n'a pas d'armature pour s'alléger, mais ça se mord aussi la queue parce qu'un sac à dos qui n'a pas d'armature, il va être confort qu'avec un poids léger. Donc voilà, des chaussures pareil, des chaussures basses. Une seule paire de chaussures pour 2000 km? Alors non, dans le film, ceux qui regardent bien, on voit que j'ai pas la même paire de chaussures au début et à la fin. En fait, j'ai fait le choix de chaussures de trail pour le confort, pour l'agilité. Par contre, des chaussures de trail, ça a une durée de vie beaucoup moins importante qu'une paire de chaussures en cuir de randonnée plus rigide. Donc je m'étais débrouillé, j'avais trouvé quelqu'un à Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, qui faisait le trajet jusqu'à Osh, qui était à mi-parcours de mon itinéraire. Et je lui avais donné une paire de chaussures, comme ça j'ai pu changer les pneus à mi-parcours. Bon, alors j'avais pas repéré les chaussures, mais j'ai repéré dans le film que c'est le même t-shirt du premier jour au dernier. Ça, par contre, c'est vrai. Il y avait plusieurs versions ou c'était le même vraiment du début à la fin? Non, c'est le même que je l'avais régulièrement, mais c'est vrai que en fait, si j'avais la doudoune, je me débrouillais en fait pour faire le temps que je lave le t-shirt, je mettais ma doudoune sans t-shirt. C'est plein de petites astuces comme ça. Sur le moment, c'est pas très confortable, mais en fait, c'est super confortable de marcher avec un sac à dos léger, donc j'étais prêt à payer ce prix-là, quoi. Alors, vous l'avez dit, vous partez de cartes et de récits pour tracer un parcours sur des endroits où il n'y a pas forcément de sentiers. Hein. Là, on est vraiment même pas dans les sentiers battus, hors des sentiers battus, on est hors des sentiers tout court sur ces périples. Ouais, c'est l'idée, c'est ce qui me motive aussi, hein, c'est de sortir des sentiers battus. Là, il y a eu un gros travail avant de partir sur la logistique. Souvent, on me demande est-ce qu'il y a eu un travail physique, mais pas tant par rapport à la logistique. En fait, j'ai utilisé les cartes soviétiques parce que les militaires soviétiques avaient cartographié toutes les républiques soviétiques pendant leur histoire en vue d'un éventuel envahisseur et en vue d'une connaissance précise du terrain. Donc ils ont envoyé plein de gens en montagne qui sont revenus avec des tracés et ça a donné des cartes très précises qui datent d'avant 1991. Donc j'ai utilisé cet outil et en plus j'ai utilisé les vues satellites qui sont faciles maintenant. À l'époque d'aujourd'hui, l'œil du télescope, l'œil des satellites voit tout et la surface du globe est scannée, donc on peut quand même utiliser cet outil. Et en croisant les deux, j'arrivais à me dire ce col il était toujours utilisé parce que je voyais des traînées parallèles des troupeaux laissés dans les alpages au passage du col. Et c'est ça qui m'a aidé à créer mon itinéraire et à emprunter des cols qui appartiennent au passé, quoi, maintenant. Il y a aussi des petites séquences. Là, vous êtes dans la jungle kirghize. Ouais, c'est les surprises en cours de route, ça. Mais j'y vais aussi pour ça, même si sur le moment, ça paraît comme un obstacle. En fait, je le sais à l'avance qu'il va y avoir cette part d'inconnu et que je risque peut-être de faire un détour, de rebrousser chemin. Mais c'est ce qui fait aussi le sel de ma marche, cet inconnu, quoi. Ouais, notamment, j'imagine, pour traverser les rivières, il n'y a pas des ponts, vu qu'il n'y a pas de sentier. Ouais, et puis surtout en terre de cavalier. Le Kyrgyzstan, c'est une terre de cheval, de cavalier, donc rien n'est fait pour le piéton. Les traversées de rivière, elles se font à cheval. Et parfois, les bergers, ils ont l'habitude de traverser une rivière, donc ils vont te dire que c'est possible, sauf qu'ils le font à cheval. Et moi, j'arrivais avec mes baskets, et en fait... ça passe pas pareil. Ouais. Ça m'a amené à faire des détours ou à prendre des risques aussi, parce que quand on est tout seul pour traverser une rivière, ça peut être compliqué. Il faut être capable de jauger à quel moment on dit stop, quoi, parce que le courant peut être trop fort. Mais c'est un gros travail sur soi aussi de prendre la peur comme un signal plus que comme un blocage, et de se dire que là j'ai peur, donc il faut que je fasse gaffe. Pas là j'ai peur, donc j'y vais pas. C'est là j'ai peur, donc il faut que je sois plus attentif et concentré, quoi.
vous vous êtes retrouvé même dans la peau un peu de Benjamin Védrine, qui est un adepte du solo sur les parois montagneuses. Jérémy, il a été obligé de s'y mettre aussi. Alors, je ne sais pas si c'était prévu, mais... C'est vrai que j'y ai pensé quand j'ai su que tu allais voir le film à Val d'Isère. Je me suis dit, il va s'y retrouver peut-être dans ce passage. Mais non, moi c'était pas trop prévu. Moi, mon truc, c'est de marcher plutôt à l'horizontale. Benjamin, c'est plutôt à la verticale. Donc, des fois, il y a des petits passages comme ça qui surprennent. C'est vrai qu'à ce moment-là, on en revient aux cartes. En fait, les cols soviétiques sont cotés. Comme en escalade en France, il va y avoir des cotations pour les difficultés. Donc, on va dire qu'il y a 3 grandes cotations. La première, on peut passer avec des animaux de bas. La deuxième, on peut passer à pied. Et la troisième, on passe à pied, mais avec de l'équipement. Et moi, je me limitais aux 2 premières cotations. Et ce col-là, le col de Bévette, était sur la carte avec la deuxième cotation. Donc moi, j'en avais fait plein des cols comme ça. Donc j'y suis allé et en fait, je me suis retrouvé devant une falaise noire. Voilà. Et après, c'est la question de se dire, le col, il est juste là. C'est soit je fais le détour de jour, soit je prends un peu de risque pour y passer. Des fois, c'est dur de faire demi-tour. C'est la bonne décision. Ouais. Et en faisant des recherches, en rentrant en France, j'ai fait des recherches sur ce col et en fait, il a été la première cotation, c'était la 3e. Le soviétique, l'explorateur qui était venu au milieu du XXe siècle là-bas, il a donné la 3e cotation, sauf qu'au moment de mettre sur la carte, je pense qu'il y a eu une erreur, et ce qui explique cet obstacle. Ouais. Bon, et puis il y a un rituel dans les expéditions de Jérémy, il l'a dit, il a un relationnel particulier avec les ours, donc il en croise à chaque fois, et au Kyrgyzstan, ça l'a fait aussi. Ouais. C'est des ours qui sont agressifs à cet endroit ou non? Non, en fait... J'ai appris du coup au cours de mes marches, parce que les gens ont souvent très peur des ours, même les gens sur place ont très peur des ours. Un ours, il va être agressif. Alors là, je parle pour les ours bruns. Il va être agressif si tu as un comportement irrespectueux vis-à-vis de l'ours. Donc ça peut être de le surprendre parce qu'il y a du bruit et qu'il apparaît derrière un buisson d'un coup et là vous vous retrouvez nez à nez proche. Là, ça peut être dangereux. S'il y a les petits... Il y a une mère avec ses petits, par exemple, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que là, on remontait. Donc là, il y a Aubin qui m'avait rejoint à ce moment-là de la marche, un ami. Et on remontait et on sifflait avec un sifflet régulièrement pour se faire entendre parce qu'il y avait beaucoup de bruit avec la rivière et on avait peur de surprendre l'ours. Et au final, l'ours, quand il nous voit, il part en courant. Aubin, on voit pas, mais il part en courant dans l'autre sens. Et moi, je pense au film, donc je sors la caméra. Quoi. Déjà professionnel de l'image. Bon, le film s'appelle Le Fils du vent. Il a reçu des récompenses dans pas mal de festivals, les bourses Exp aussi. 2000 km, combien de dénivelés positifs? Parce que ça, c'est plus le credo de Benjamin, les dénivelés positifs. 90 000 mètres. 90 000 mètres. Donc il y a un peu de vertical quand même. Ah ouais. 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé, combien de temps il faut, Benjamin Védrine, à votre rythme? Le temps qu'il a mis Jérémy, hein, c'est de la marche ultra légère ce qu'il fait, donc c'est rapide. Hein. Non, et puis c'est dur, je pense, autant sur un sentier, il y a des records sur des sentiers, sur le GR20, sur ce genre de sentier. Ouais. Sur un sentier comme ça, le fait que comme il n'y a pas de tracé exact, on ne sait pas si l'école passe, il y a forcément des détours entre la trace que j'avais prévue à l'avance, qui était un peu floue, qui était ma main courante, et la trace finale, j'ai louvoyé, quoi. Parce qu'il y a des fois, on m'a dit, va pas par là, passe plutôt par là. Il y a des fois, j'ai fait un détour du fait d'une rivière, par exemple, du fait d'une frontière aussi. Bon. Pour prendre le temps de filmer l'ours. Bon, en tout cas, ce n'est pas un record que Benjamin tentera tout de suite le vôtre. Il en a d'autres dans les tuyaux. Vous êtes adepte des ascensions express. Vous n'aimez pas trop traîner en montagne, encore moins y dormir, je crois. Hein. Ça dépend, en fait, parce que j'aime le voyage, quand même. Et une expédition pour faire un record, ça prend du temps, en soi. Donc, c'est un petit peu le paradoxe de ces projets. Est-ce que votre prochain objectif, c'est le K2, deuxième sommet le plus haut de la planète, 8611 mètres, qui est souvent considéré comme le 8000 le plus difficile à atteindre. C'est une réputation méritée? Ouais, ça dépend dans quel angle de vue on définit cette difficulté. C'est-à-dire que la voie normale que je vais utiliser, évidemment que techniquement, à mes yeux,
elle représente pas de difficultés particulières. C'est une via ferrata de haute altitude en fait. Hein. C'est-à-dire que si l'équipement est installé comme chaque année il l'est généralement, grâce aux agences qui sont payées par des riches clients généralement, européens et pour mettre des cordes fixes. Pour mettre des cordes fixes, voilà, jusqu'au sommet. Eh bien, c'est ce que je dis, c'est une via ferrata de haute altitude. Moi, là où se joue le challenge, c'est pas comme la plupart de mes expéditions où le but est d'ouvrir un nouvel itinéraire technique, etc. C'est avant tout de performer sur le point de vue physique et mental, et dans le but de réaliser une ascension record, donc une ascension rapide, quoi, la plus rapide. Et ça on le voyait déjà depuis les années 80, même avant. Hein. Mais l'alpinisme, finalement, depuis le début, a été conduit par des personnes, des acteurs qui ont toujours voulu, pour beaucoup, aller vite. Et on le voit depuis les années 1700, le 18e siècle. On en parlait la dernière fois avec Ilan Jornet. Il a un fichier Excel très riche de plein de dates d'ascension avec déjà les premiers alpinistes qui marquaient leurs horaires, etc. Donc c'est pas nouveau du tout. C'est pas moderne comme certains médias pourraient le faire croire. Et là où je voulais en venir, c'est que la première ascension d'un 8000 à la journée, c'était Christophe Wielecki, c'était en 84. C'était sur le Broad Peak et il avait mis 15h40. Et la trace était déjà faite par une équipe qui était là pour lui. Et de nos jours, en fait, il y a suffisamment de clients de 8000, de personnes qui montent là-haut pour que finalement, moi, je n'ai pas à avoir d'équipe. Profiter du travail. Puis voilà, un certain opportunisme qui fait que voilà, j'attends que la trace soit faite. Et je m'entraîne énormément pour essayer d'être le plus rapide possible le jour J. Alors, vous avez quand même, Benjamin, une relation particulière avec cette montagne, avec le K2. On vous voit là en train de l'escalader. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, ouais, 2022. Ça, c'était du coup après avoir réussi le Broad Peak, que j'avais gravi 2 fois. Et puis l'idée m'était venue du coup, à la suite de ces 2 ascensions sur le Broad Peak, de tenter le K2, qui est le voisin, le grand frère du Broad Peak. Et ce qui n'était pas du tout prévu à la base sur ce projet-là, mais l'attraction de cette montagne sur place est telle que j'ai pas pu résister. Voilà. Vous n'avez pas pu résister, vous avez failli y rester d'ailleurs hein, sur cette face. Oui, j'ai eu un grave souci en fait à partir de 8300 mètres. J'ai eu une hypoxie sévère, donc c'est ni un œdème cérébral ni un œdème pulmonaire, mais dans tous les cas, ça a atteint le cerveau et ça m'a provoqué du coup une altération de la conscience, une fatigue excessive soudaine. Et ça, c'est les dernières images avant que j'ai ces problèmes. Et malgré tout, en fait, j'ai continué à monter après le Sérac Bottleneck qu'on voit ici même, au-dessus du Sérac Bottleneck jusqu'à à peu près 8400 mètres. Mais je vous avoue que ces souvenirs, je m'en souviens quasiment pas. Donc, pour le film, on a reconstitué ces images pour donner un petit peu l'ambiance de ce que j'ai vécu là-haut. Donc heureusement, j'avais une certaine conscience qui me permettait de pouvoir passer d'une corde à une autre sans faire de mauvais pas. Mais par contre, j'aurais pu rester dans le sens où je me laissais aller régulièrement, en fait, en position fétale. Je me laissais aller. Et c'est des personnes qui étaient dans l'ascension, qui ont prévenu des personnes qui descendaient. Et ces personnes-là m'ont aidé, m'ont assisté, en fait. M'ont réveillé d'une certaine manière. Et puis m'ont motivé à redescendre. Et puis m'ont aussi, notamment c'est le cas d'un Mexicain, ils m'ont gentiment... prêter de l'oxygène pendant quelques temps. Et en fait, l'hypoxie sévère, c'est un problème qui se résolve très rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que je suis retourné à 8300 mètres, où il y avait du coup un peu plus d'oxygène et puis j'en consommais moins puisque je descendais, eh bien, j'ai retrouvé tous mes esprits. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais bon, je sentais que j'avais pris un gros coup quand même. Ouais. Ouais, et puis il y en a beaucoup qui sont malheureusement restés sur ces montagnes, qui sont toujours des alpinistes qui ont craqué en très haute altitude. Dans quel état d'esprit vous y retournez sur cette montagne avec ce passif derrière vous J'y retourne comme... Et de l'appréhension. Il y aura forcément un peu de l'appréhension sur place, ça c'est évident. Hein. Je ne vais pas le cacher. Par contre, j'y retourne quand même avec pas mal de maturité, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cette expérience sur le K2 et que j'étais ressorti de l'expédition 2022 avec la réussite sur le Broad Peak, et ça se serait arrêté là. Vous l'aviez gravi en 7h30. Hein, en 7h28, potentiellement, je serais resté que sur quelque chose de très positif. J'aurais pu être amené à me casser les dents finalement sur le K2 cette année. Là, vous savez que vous n'êtes pas infaillible en fait. Ah ben là, oui, non. C'est sûr que là, le coup était tellement colossal et traumatisant que évidemment que je considère le projet différemment.
Et vos proches, comment ils le considèrent? Et vas-y, ouais, Non, et qu'est-ce que tu as changé pour que ça ne se repasse pas? Eh ben, en fait, c'est que, si tu veux, dans les Alpes, sur les sommets de 4000 mètres, je sais que j'ai une grande résistance aux efforts répétés. Et du coup, je sais que j'étais capable de faire un Mont Blanc, puis après un Mont Rose, de manière très rapide. Donc, de récupérer très rapidement. Et je pensais pouvoir mettre ça en place également sur les 8000. Ça n'a pas été du tout le cas. C'était une erreur. Et donc, la première chose que finalement j'ai acquis comme savoir, c'est que voilà, cette année, je ne vais faire que le K2. Je ne vais pas faire le Broad Peak 2 fois avant de faire le K2. Ça m'a été également confirmé. Tu as payé la facture du Broad Peak, en fait. Ben, j'ai payé un grand coup de fatigue sur le Broad Peak que je n'ai pas forcément bien ressenti. Et sur le K2, évidemment que je l'ai payé parce que voilà, j'étais pas du tout en condition en fait pour faire le K2. J'avais vraiment les yeux plus gros que le ventre à ce moment-là et je me calais en fait sur ce que je pouvais faire dans les Alpes. Et tant qu'on n'a pas eu l'expérience d'aller à 8000, c'est vraiment pas évident parce que chaque personne est différente, quoi. Les physiologies sont totalement réagissent pas de la même manière, si tu veux. Et chaque individu et ça on peut pas l'anticiper à l'avance, c'est ça qui est pas évident. Et donc cette année, voilà, je ferai que le K2. Je me concentre sur la montagne, un peu comme un laser, quoi, plutôt que de vouloir diffuser ma lumière sur tous les sommets alentours. Chose que j'ai du mal à faire d'habitude, parce qu'il y a le Gasherbrum, il y en a plein que j'aimerais bien grimper. Mais voilà, j'aimerais bien faire bien les choses. Et puis je m'entraîne davantage spécifiquement. Voilà. Le Broad Peak, on l'avait dit, c'était 15h30 le record. Il a été descendu à 7h28. Là, sur le K2, il y a un record aussi qui existe. Oui, il y a un record qui existe, c'est Benoît Chamou. Donc ça date. 86. Ouais. Donc c'était 2 ans après l'ascension de Christophe Jalecki sur le Broad Peak. Donc c'était pareil, c'était les débuts des ascensions des 8000 à la journée. Et alors sur le K2, il me semble, alors sur le Broad Peak, il avait une équipe qui faisait la trace. Et sur le K2, j'aimerais bien avoir la confirmation. Je ne suis pas totalement sûr de ça. Donc si des personnes nous regardent et ont des informations sur Benoît Chamou. Mais Benoît, effectivement, il avait mis 23 heures. 23 heures. Depuis le camp de base avancé. Benoît Chamou qui est mort malheureusement sur ces derniers 8000, il tentait les 14 8000. C'était au camp de Chalunga, il me semble. Il y avait Loretan devant. Loretan a réussi à faire le sommet, mais Benoît Chamou, on n'est jamais redescendu. Ouais. Donc là, le record devrait être battu. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif de façon assez nette. Avec une petite particularité, c'est que Benoît Chamou, comme les autres, étaient redescendus à pied. Là, l'idée, c'est de redescendre en volant. Ouais, c'est un peu de faire du Chamou-Boivin, quoi, un peu. Parce que Boivin avait décollé du camp 4 en deltaplane. Ouais. Donc c'était un deltaplane de 20 kg à l'époque, qui était porté par des porteurs souvent pakistanais, dont Little Karim notamment, qui était venu dans le Vercors aussi. Et puis Benoît Chamou, qui effectivement était dans un but de vitesse. Et maintenant, avec les voiles légères qu'on a, les monosurfaces, qui sont des voiles d'à peu près 1 kg, ça permet de pouvoir du coup combiner un petit peu les deux, c'est-à-dire d'être rapide et tout en pouvant redescendre en parapente. C'est vous qui allez le porter, le parapente Je vais le porter tout le long, mais je le déposerai à un camp intermédiaire, c'est-à-dire que je l'emmènerai, je pense, vers 7500 mètres, et ensuite je le porterai de 7500 à 8600 mètres, ouais. 1100 mètres, ouais. On dépasse les 5 kilos de Jérémy là, sur le poids du sac sur le K2. Non, on ne dépasse pas, non, on est moins. Qu'est-ce que tu as dans le sac à dos quand tu pars sur il n'y a vraiment rien, en fait. Là, par exemple, on a prototypé un sac qui fait 65 grammes, tout compris, le zip compris, le serrage dorsal et tout. Et puis, dans ce sac, je mets une pharmacie pour le minimum, quoi. Donc, c'est-à-dire pour l'œdème cérébral, l'œdème pulmonaire, pour pouvoir redescendre, mais c'est vraiment très très minime comme équipement pharmaceutique. Et puis ensuite, j'ai une paire de gants en rab, j'ai quelques vêtements si jamais, mais la plupart des vêtements, à partir de 8000, en fait, je les ai sur moi, quoi. Et évidemment, ce qu'il y a dans le sac, c'est la voile de parapente. Après, l'eau, etc., c'est tout mis dans un gilet que j'ai à même le corps quasiment, de manière à garder l'eau au chaud. Parce que sinon, évidemment... Par exemple, tu prends combien d'eau? Parce que j'imagine que tu peux pas prendre de l'eau, ou alors il faut faire fondre de la neige, quoi. Mais... c'est le problème de ces ascensions, c'est que dans l'idéal, il faudrait un litrage colossal, conséquent, qui m'empêcherait d'aller vite. Et du coup, je vais consommer à peu près 4-5 litres d'eau max. Je pars avec 1 litre d'eau au début, puis après je fais fondre de l'eau effectivement dans une tente que j'aurai préinstallée à l'avance. Et puis après, je repars avec 1 litre d'eau. Donc j'ai 2 litres en mouvement. Et puis ensuite, le reste de l'eau, c'est moi qui vais le boire pendant ma pause, en fait. Ouais. Mais c'est un gros souci, ouais. D'autant plus qu'avec le froid, on se déshydrate davantage, ouais.
Bon, sur le décollage en parapente du K2, ça n'a jamais été fait. Personne ne l'a jamais fait depuis le sommet. Donc ça aussi, ce sera un beau défi. Alors, vous avez l'expérience d'avoir décollé en parapente d'un 8000. Hein, c'était au Broad Peak, donc en face. On voit ces images. Il y avait la place pour se lancer. C'est la même chose au K2. Vous savez si techniquement, il y a de quoi gonfler la voile et courir? En fait, ce qui est drôle sur le Broad Peak, c'est que c'était pas prévu à l'avance non plus de décoller de ce sommet, parce qu'on savait pas si c'était possible au niveau du relief, au niveau de la place disponible autour du sommet. Et puis c'est en y allant une première fois qu'avec Nicolas Jean, on s'est aperçu que c'était possible. Et donc sur le K2, évidemment que ça serait magnifique de pouvoir redescendre comme ça, parce que pour moi, c'était le plus beau vol de ma vie, encore aujourd'hui, ça c'est évident. Et puis ça combine en fait deux sports qui sont totalement différents, un qui est au sol, un qui est dans les airs. Et même si on pense que c'est extrêmement facile, il y a quand même un stress qui est quand même que tu ressens énormément avant le décollage. Que ça se passe bien en gros, parce que tu peux très bien avoir beaucoup de problèmes au décollage et à l'atterrissage également. Mais voilà, de pouvoir voler au-dessus du Baltoro, d'atterrir à côté du camp de base après avoir gravi un 8000, c'est une sensation assez exceptionnelle. Combien de temps il a fallu ce jour-là pour redescendre de 8000, à peu près 20 minutes. 20 minutes, ouais. Donc, ouais. J'ai pu manger des pancakes très rapidement, ouais. Bon, vous parlez du stress. Effectivement, là, sur là, ça s'est bien passé, les conditions étaient réunies, mais c'est pas toujours évident de décoller en très haute altitude. Hein. Ben là, en fait, typiquement, c'est du camp 3 du Broad Peak et c'est un endroit où il y avait du vent arrière, donc qui est pas du tout favorable pour pouvoir décoller. Et effectivement, le manque d'oxygène oblige, ça rend ces décollages encore plus ardus. Ça, c'était un décollage qui aurait pu très bien mal finir, puisque voilà, 6 mètres plus loin, il y avait une partie de glace en fait, ouais, et donc j'aurais pu très bien glisser. Mais bon, ça fait partie du jeu. On essaye de les gérer au maximum, ces dangers. Donc, c'est des prises de risque que des fois on assume. Comme quand on a décollé à ce moment-là, on savait qu'il y avait quand même le risque de ne pas y arriver. Et en fait, il faut comprendre aussi que c'est tout bête, mais la neige s'enfonce légèrement, donc ça crée des faux pas, des déséquilibres. Et c'est entre autres pour ça aussi que je tombe à ce moment-là, quoi. Alors, en tout cas, pour arriver à ce double défi, notamment le sprint du K2, vous êtes lancé dans une préparation presque olympique, j'ai envie de dire. Je crois que c'est la première fois, en tout cas, que vous suivez un entraînement aussi pointu. Hein. Mais c'est vrai qu'alors, c'est la première fois, effectivement. Il y avait quand même déjà l'année dernière pour Chamonix-Zermatt, pour relier vraiment le plus vite possible Chamonix et Zermatt en ski de rando, ouais. Que je m'étais appliqué à cette rigueur, si j'ai envie de dire, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Et là, on essaie de faire la même chose, mais un peu plus pointu, effectivement, où en fait, on généralise l'entraînement. Donc, il n'y a pas que l'entraînement physique, mais il y a également la partie mentale qui est tout aussi importante et qui est inhérente à un bon entraînement en général. Et puis, il y a aussi un petit peu l'aspect nutritionnel, même si ce n'est pas un côté sur lequel j'ai vraiment envie de me concentrer, parce que j'aime trop la nourriture pour pouvoir m'abstenir certaines Jérémy a plus de fromage choses à vous proposer. Donc. Ouais. Mais quand je parle sur le point de vue nutritionnel, c'est notamment sur la stratégie d'ascension, en fait. C'est combien de sucre je vais devoir prendre pour maintenir un degré d'éveil suffisant pour éviter l'hypoxie sévère. Et en fait, on sait que ça a des liens. Il y a aussi, au camp de base, notamment, maintenir une flore intestinale en bon état. Ça paraît tout bête, mais en fait, c'est entre autres pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en expédition qui ratent leur expédition ou qui réduisent leur degré de performance. Donc ça, c'est tout des choses que j'acquis en fait en fonction, au fur et à mesure des rencontres que je fais aussi. C'est pas que grâce à mes coachs que j'avais déjà, mais c'est notamment en parlant à Kylian Jornet, que j'ai réussi à avoir de plus en plus de connaissances, et ça m'aide, j'espère que ça m'aidera du moins, à aller vers le K2 de manière plus sereine, quoi. Alors, on vous voit en train de faire des tests. Hein, Ça, c'est après Manon, hein. C'est dans le Jura, donc c'est un test avec des skis, avec un tapis qui est légèrement incliné. Avec les skis, parce que finalement, c'est mon outil d'entraînement l'hiver, puisque j'habite un village où je démarre en fait à côté de chez moi, ski au pied, tout l'hiver. Donc c'était plus pertinent. Et le but, effectivement, c'est de connaître mes seuils exacts. Donc là, on mesure le taux de lactatémie et puis également la VO2 max. Mais c'est avant tout de connaître les seuils, en fait, pour pouvoir mieux gérer les entraînements
en fonction de mon métabolisme en fait. Et puis, je précise que ça fait partie d'une web-série sur votre préparation pour le K2. Hein. Le premier épisode est en ligne, il y en aura d'autres sur votre chaîne YouTube. On voit craquer là quand même, ça fait du bien de voir Benjamin Védrine craquer. Ah oui, non mais en plus moi c'est le genre de test que je déteste, enfin, c'est terrible, hein. C'est un effort tellement court que il me faut à peu près 5 heures pour me mettre en place, donc là ça dure 30 minutes. Ça c'est le seul test, on est sûr qu'à la fin de toute façon on va craquer. Ouais, c'est fait, c'est fait pour ça. Le craquage. Le tapis ne gagnera jamais. Bon, Benjamin fait pas que du ski de rando sur tapis pour préparer le K2, mais là on vous a fait dormir en altitude aussi pendant cette... Parce qu'en fait là le but c'était de dormir à 4000 mètres à peu près, alors j'ai pas eu ressenti de symptômes particuliers pendant cette nuit-là, tout s'est bien passé. Dans les Alpes, étant donné que je monte souvent à 3000, même en hiver, il n'y avait pas tant de risques que ça. Et le but, c'est vraiment avant tout d'avoir une référence sur un test que je vais pouvoir faire sur place, qui est le test HRV. Alors, c'est des abréviations en anglais. Mais en gros, le principe est simple. C'est juste de temps en temps avoir une mesure pour définir mon degré de fatigue, en gros. Et c'est un protocole qui est simple, qui est 4 minutes couché, 4 minutes debout, connecté avec une application sur le téléphone et une ceinture cardio. Et puis ça permet en fait, après, moi j'envoie ces données-là à Jonas qu'on vient de voir et Léo Viré. Et eux en fait ils ont un logiciel qui calcule en fait mon degré de fatigue. Alors c'est un indice qui trouve, hein, moi je pourrais pas expliquer tout ça, mais c'est assez intéressant dans le sens où par exemple j'aurais fait ce test-là la veille de ma tentative au K2 il y a 2 ans. Vous auriez su qu'il ne fallait pas y aller. Potentiellement, on aurait su que entre le système orthosympathique et parasympathique, on aurait pu établir le fait que c'était pas une bonne idée. Quoi. Bon, on verra si toute cette préparation minutieuse porte ses fruits. Je disais, faites pas que du ski de rando sur tapis. Vous avez un environnement là, Sercheux-Vallier, qui se prête à des grandes sorties. Oui, c'est un peu comme disait Jérémy, c'est des grandes lignes de relief. Et là, notamment, c'est la ligne de relief qui entoure toute ma vallée. Donc, c'est le grand fer à cheval de la vallée de Sercheux-Vallier. Et le but, c'était de partir de Briançon et de relier tous les sommets un petit peu principaux à ski, parce que c'est un sport magnifique, quoi. Et puis la neige, on n'en aura peut-être pas dans 50 ans, donc c'est bien d'en profiter un peu. Là, ouais. Non, c'est des beaux projets locaux. 110 km, 16 sommets, 11 850 mètres de dénivelé, 2 jours, bon, forcément. Oui, après le dénivelé, tout ça, finalement... on s'en fout un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même... Ça se sent quand même dans les jambes. Hein. Non, c'est ça, c'est que c'est important quand même de le définir un peu à l'avance sur juste la faisabilité de la chose, quoi, savoir si le corps peut faire ça en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, et là, c'était bien de le faire en 2 jours. Ouais. Bon, vous avez lâché les skis cet hiver, quoique pour l'approche, vous étiez dessus, mais pour réaliser une trilogie de très haut niveau là, en alpinisme, en hivernal, avec... votre copain Léo Billon dans le massif du Mont Blanc. C'est vrai que ça me paraît loin maintenant parce que... c'était cet hiver. Oui, c'était cet hiver. Non, c'est vrai que moi j'ai vraiment plaisir chaque année à pouvoir combiner plein de sports différents dans l'année parce que l'alpinisme est tellement varié, vaste comme le terrain de gelée d'ailleurs, hein, varié et vaste. Et donc là, c'était en face nord des Drus, ces images. C'était sur la voie des guides, une magnifique voie très, très, très belle en dry tooling. Et notre but, c'était d'enchaîner effectivement les Drus, les droites et les Grandes Jorasses par leur face nord. Au début, en 6 jours dans notre tête. Et puis en fait, au fur et à mesure d'en parler, on s'est dit, tiens, peut-être en 3 jours, c'est peut-être pas impossible. C'était une super belle aventure avec Léo. Léo, que je connais depuis le lycée, hein, qui est un compagnon de la section sport nature du lycée du Diois. Et finalement, c'était un petit peu une sorte d'aboutissement pour nous. En tout cas, j'espère qu'on fera peut-être mieux. Hein, mais, ça, c'est les droites, ça. Hein. Ça, c'est les droites, ouais. C'est la Rem Vimal, c'est dans le grand bouclier à droite. Et le début, là, c'est sur une grande pente de neige où c'est très, très dur de se protéger, en fait. Donc, c'est pendant pas mal de temps du solo à 2 où on grimpe. Et là, c'est une des longueurs difficiles... qui emprunte pas d'ailleurs l'itinéraire historique, mais qui emprunte une variante qui avait été faite pour grimper en libre. Donc en libre, afin d'éviter de tirer sur tout ce qu'il y a sur la montagne. Et notre but, c'était effectivement d'avoir des styles un peu différents. Donc sur la voie des guides, on a réussi à libérer toute la voie et à faire la première à la journée. La Rem Vimal, on l'a faite à la journée, ça avait déjà été fait également. Et No Siesta, qui était vraiment dans les Grandes Jorasses, une des grandes références de cette face nord des Grandes Jorasses, qui était un peu un mythe pour beaucoup de personnes. Et cet itinéraire n'avait jamais été fait à la journée. Et encore moins dans des conditions comme ça où c'était tout sec en fait. Et moi là, c'était une erreur de ma part.
je suis allé dans un endroit où ça allait nulle part. Donc c'est pour ça que je crie très fort, parce que en fait c'est un peu comme Jérémy sur le vent tout à l'heure, on peut pas vraiment faire ressentir aux gens ce qu'on ressent dans ces moments-là, c'est extrêmement difficile. Mais pour autant on veut le faire partager, et c'est pour ça que j'ai laissé la GoPro allumée, j'ai complètement oublié la présence de cette GoPro. Et j'étais vraiment sur c'est un peu primitif comme émotion. Hein. On a l'impression qu'on va tomber et du coup qu'on va se casser tout le corps entier. Hein. Et puis après, l'arrivée du coup est d'autant plus incroyable comme dénouement, un dénouement heureux, heureusement. Et puis voilà, de nuit, il faisait quand même bien froid et puis on savait qu'on avait terminé. Ouais, on voit les lumières de Chamonix derrière. Ah non, c'est Courmayeur. Ah, c'est Courmayeur, oui, on est de l'autre côté, évidemment, au jour. Mais la pizzeria était fermée. À cette heure-là, c'était une des grandes déceptions de la trilogie. Je vois que tu fais plein de sports. Comment tu fais, par exemple, pour maintenir un très haut niveau en escalade? Parce que je sais qu'il faut de la discipline, il faut être hyper rigoureux en escalade. Oui. Est-ce que tu en fais juste de temps en temps et c'est un peu inné, ou est-ce que tu maintiens régulièrement Alors pour l'alpinisme, pour ça, c'est vrai que pour la trilogie, je m'étais quand même entraîné tout l'automne et tout l'hiver en escalade. Et donc j'avais essayé de faire j'essaie de faire des cycles en fait, souvent. Là en ce moment du moins, depuis pas mal d'années, où je fais des cycles où je vais grimper pendant 5-6 mois. Et ces 5-6 mois en fait, je grimpe. Mais par contre j'ai des acquis d'années précédentes, d'années d'avant. Et c'est des années pendant lesquelles je me suis investi en escalade pendant 6-7 mois, un peu plus, avec des amis qui grimpent beaucoup. Et ça m'a permis d'atteindre un certain niveau. Et puis après, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Alors c'est dur, effectivement, c'est un sport qui est très laborieux parce que dès qu'on arrête, on perd beaucoup. Mais par contre, on retrouve vite les bonnes sensations, etc. Et je maintiens toujours un niveau d'endurance quand même constant dans l'année. Et là, après la trilogie, typiquement, j'ai quasiment arrêté de grimper. Je grimpe 1 à 2 fois par semaine maximum. Et je me réentraîne en endurance de manière vachement plus importante. Ouais. Bon, dans cet hiver bien rempli, vous êtes allé faire aussi un petit tour en Norvège. Vous en avez parlé de Kilian Jornet, qui est aussi un adepte des records et des ascensions express. Et vous êtes allé... Pour moi, c'est une inspiration. Kilian, c'est un alpiniste avant tout. Hein. C'est un passionné. Moi, je l'ai vu dans son terrain de jeu. C'était très important pour moi d'aller le voir chez lui. Alors j'ai eu l'impression parfois pas au début, mais en tout cas de le déranger, parce que c'est particulier. T'as un autre sportif que tu connais pas qui vient te voir. Oui, c'était votre première rencontre. C'était notre première rencontre. Et puis en fait, voilà, je me suis rendu compte le premier jour, il m'a emmené là-dedans. Et c'est pour ça que je dis que c'est un alpiniste avant tout. Et c'est moi qui lui ai demandé la corde pour un passage, parce que voilà, ça me plaisait pas de prendre autant de risques à ce moment-là, tu vois. C'était assez drôle, mais ça m'a énormément plu. Hein. J'étais comme un poisson dans l'eau, quoi, avec Kilian. Donc c'est des choses qui resteront déjà gravées dans ma mémoire. J'espère que lui, ça l'a aussi fait plaisir de m'accueillir comme ça pendant quelques jours chez lui. Et puis voilà, les sommets norvégiens, ils n'ont rien à envier aux Alpes, c'est incroyable. Il y a un potentiel pour le ski, un potentiel pour l'alpinisme. C'est plein d'aventures, il n'y a personne. Là, typiquement, dans ce vallon-là, il y avait strictement personne. Ouais, parce qu'on n'est pas à très haute altitude en Norvège. Non, c'est des sommets qui sont à moins de 2000 mètres. Mais généralement, on démarre à 0, entre 0 et 200 mètres. Donc ça fait quand même des dénivelés qui sont importants quand même. Ouais. Ouais, avec des belles pentes aussi qui peuvent permettre. On a vu que Kilian Jornet avait les skis sur le sac. C'était pas pour la photo, c'est parce que derrière, vous enchaîniez les couloirs. Hein. Là, ça faisait des belles conditions d'hiver. Ouais. Mais typiquement, ça, c'est des conditions norvégiennes, entre guillemets. Enfin, Kilian me confirmait qu'il fallait vraiment pas vouloir attendre le soleil pour aller en montagne. Quoi. Donc il a vraiment l'habitude d'aller en montagne seul dans ce genre de conditions. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pratique beaucoup seul la montagne, comme moi. C'est quelqu'un qui pratique la haute altitude, comme moi. Et en fait, dans ces domaines-là, on est très peu. Ouais, vous n'êtes pas nombreux. On est très peu nombreux, donc c'est un plaisir, c'est un honneur de pouvoir échanger avec un gars comme lui qui a une vision de performance, mais qui a aussi une passion pour l'alpinisme en général. Il a une vraie culture de l'alpinisme. Il connaît énormément tout ce qui a été fait dans les Alpes, il connaît énormément tout ce qui a été fait dans l'Himalaya. Il a vachement plus d'infos que moi sur la Magic Line, par exemple, qui est la magnifique arête du K2. Il a tenté aussi le Shishapangma en plein hiver, sans permis, sans visa chinois. Non, mais il y a plein d'histoires. Et voilà, c'était captivant. Il avait fait le record de l'Everest, de double ascension de l'Everest aussi, il y a quelques années, en 2017, si je me souviens bien. Oui, et là, ce qui est le plus intéressant dans son cas, c'est notamment la tentative qu'il a effectuée l'année dernière sur l'arête ouest de l'Everest, en finissant par le couloir Hornbein. Et c'est fort, c'est du style alpin à 8000, alors hybride parce que c'est vrai qu'il y a l'Icefall qui est équipé, mais ensuite il part sans filet tout seul. Et en fait, on ne se rend même pas compte de l'engagement que c'est incroyable.
Bon, dernier petit clin d'œil à vos réalisations de l'hiver, il y en a eu d'autres, mais on l'a vu, vous étiez un adepte du ski de pentraide et vous êtes allé répéter la deuxième descente de l'Épéna, c'est dans le massif de la Vanoise, ce sont vos images 360 degrés. Bon, on n'a pas l'impression que ça skie quand on est sur une montagne comme celle-là. Non, là c'était à Califourchon, mais sincèrement, il n'y avait pas d'autre moyen que de passer comme ça. Et oui, c'est une belle pente qui a été ouverte par Simon Welfringer et Xavier Caillol récemment, peut-être une vingtaine de jours avant. Et en fait, nous, on a pu la skier, mais malheureusement, après une période de grand réchauffement, comme on en voit de plus en plus ces hivers, il y avait eu un isotherme à 4000 mètres. Et donc, la neige était principalement sur un fond dur, effectivement. Ouais. Mais on s'est quand même bien régalé. On y allait avec Nicolas Jean et un client qui s'appelle Olivier Reynaud. Et l'ambiance était vraiment fantastique. En plus, ça m'a fait un petit clin d'œil parce qu'à droite, l'éperon nord, et c'était un éperon qu'on avait fait en hiver avec deux collègues, Léo Billon et Julien Ravanello. Et il y avait eu pas mal de personnes, notamment du groupe militaire d'Haute-Montagne, qui avaient tenté de le faire à la journée, et ils n'avaient pas réussi. Donc c'était un beau clin d'œil. Bon. Simon Welfringer, guide grenoblois, alpiniste de très haut niveau, l'avait coté 5-6, sa première quelques jours avant vous. Oui. Vous l'avez décoté 5-4. Alors ça, c'est les cotations du ski de pentraide. C'est particulier, oui, les cotations de ski de Mais pentraide. il y a quoi, une petite rivalité entre vous sur l'appréciation de la difficulté d'une pente Nous, on y allait un petit peu, effectivement, avec l'intention de vouloir, d'une part, vivre quelque chose de fort, parce qu'on savait que n'importe quelle pentraide de cet acabit procure beaucoup de sensations. Et aussi un petit peu dans une intention de vouloir vérifier la cotation, parce que 5.6, ça s'était jamais vu dans les Alpes en fait. C'était une cotation nouvelle. Voilà. Et finalement, avant qu'on le décolle, j'étais presque le seul au monde à avoir vu les deux 5.6 qui existaient, à savoir ce qu'avait fait Kylian Jornet en Norvège, que j'ai pu le voir, ouais. et l'Épéna face nord, du coup, en Vanoise. Donc c'était assez intéressant, juste à quelques semaines d'intervalle, de voir les deux. Et en fait, on a quand même beaucoup d'expérience avec Nicolas et Olivier, et tous réunis, finalement, on a un nombre de pentes raides qui dépasse les 400, je pense, je dirais à peu près dans ces eaux-là, dans le 5e degré, quoi, en gros. Et c'est vrai qu'en fait, on l'a décoté à 5.4 par rapport à tout ce qu'on avait pu faire auparavant. En fait, il y a vraiment une hétérogénéité dans les cotations de ski de pentraide dans les Alpes. On observe vraiment des disparités entre les massifs. Ça vient de cultures en fait différentes. Mais c'est vrai que pour le coup 5.6 en fait ça nous avait vraiment étonné parce que ça dépasse ce qui avait déjà été coté par les anciens, si tu veux. Et finalement, nous, on trouvait ça surprenant qu'on puisse encore trouver ça dans les Alpes, du ski à plus de 55 degrés pendant très 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 longtemps, et même du 60 degrés. Et finalement, on s'est aperçu que Xavier et Simon avaient eu beaucoup d'affect pour cette descente, je pense. Et puis, un comparatif aussi avec des pentes qui étaient mal cotées. Donc, ça biaise énormément les références. Et puis, peut-être aussi un manque d'expérience par rapport à nous. Et un peu d'emballement aussi, parce que voilà, quand on est très content d'avoir fait quelque chose, et je l'ai vécu quand moi j'avais 18 ans, j'ouvrais beaucoup de pentraide et j'avais surcoté certaines choses, mais pas volontairement. Et puis après, certaines personnes étaient venues un petit peu me taper sur les doigts, me disant mais non, mais. Et puis maintenant, je sous-cote un peu, mais là sur le coup, sincèrement, 5.4, on était tous d'accord. À la fin de chaque descente, on fait un 3-2-1 et on donne notre cotation. Allez hop. Et là, c'est le Shifumi de la pentraide. C'était unanime. Mais bien sûr, après s'être congratulé, puis après avoir fêté ça. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de rivalité entre Simon Welfringer non, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur dans notre culture. Voilà, de remettre les choses en question, c'est hyper important pour qu'il y ait un lissage et pour qu'il y ait une bonne entente entre tout le monde, parce qu'après, sinon, ça crée des non-dits, ça crée aussi beaucoup de peur. Notamment, je donne un exemple, sur la compagne du client qui était avec nous, ne comprenait pas pourquoi il allait dans un 5.6. Oui. Et du coup, ça biaise tout, parce que finalement, les gens pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire, parce qu'ils n'ont pas le niveau d'aller dans un 5.6. Alors qu'en fait, finalement, c'est accessible pour tous ceux qui font, par exemple, le couloir nord du coup de sabre dans les écrins. C'est accessible pour tous ceux qui ont déjà fait, par exemple, le Wimper à l'Aiguille Verte. Donc, ça rend plus accessible quelque chose qui voulait être rendu totalement élitiste. Des rivalités entre alpinistes, il y en a eu dans les années 50 notamment. Il y avait René de Maison qui était souvent contesté par une partie des guides de haute montagne de Chamonix. Et puis, il y a eu l'épisode Lachenal-Herzog à l'Annapurna. Si je ramène sur l'histoire de l'alpinisme et qu'on va parler de Serge Coupet, l'Annapurna
l'Annapurna, c'était le premier 8000 conquis en 1950 par des Français, enfin, le premier 8000 de toute l'histoire. Ce ne fut pas le seul. Il y en a eu deux des 8000 gravis par des Français. Le deuxième a moins marqué les esprits, c'était le Makalu, qui est quand même le 5e sommet de la planète, hein, qui était encore vierge en 1955, quand une expédition française s'attaque à cette montagne. Et il y avait votre père dans cette expédition, Denis Coupet, Serge Coupet, qui était le Benjamin, je crois, d'ailleurs. C'était le plus jeune. C'était le plus jeune de l'époque. Il avait 29 ans. Il s'était retrouvé avec C'était des expéditions où on était sélectionnés pour partir. Ah, c'était l'équipe de France, hein, il y avait un côté très national. Et on était sélectionnés par la fédération. Et il fallait... Avec un chef d'expédition. Avec un chef d'expédition, une structure, une hiérarchie qui n'avait rien à voir avec les expés d'aujourd'hui. Ah oui, on est dans un autre monde. C'était les débuts de l'himalayisme. Ça, c'est votre père. Donc, pendant cet expé, là, à 29 ans, il y avait une organisation presque militaire un peu sur ces expéditions, avec beaucoup de porteurs, beaucoup de Sherpas, une certaine hiérarchie aussi entre les participants. Oui, ils avaient une hiérarchie très désignée pour savoir lequel allait faire le sommet en premier et par priorité aussi, si papa l'explique dans le livre, ils n'étaient pas sûrs que si c'était réussi au début, qu'ils laissent l'assaut numéro 4 se faire, parce qu'en fait... le but était de conquérir le Makalu et donc si c'était fait, eux n'étaient vraiment pas sûrs de faire leur assaut. Donc à la fin, c'est une expédition qui s'est très bien passée. Contrairement à l'Annapurna, il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de problème et ils sont tous rentrés et en fait ça a peut-être été moins médiatisé parce que justement ça s'est bien passé. Là on voit des images de l'époque, hein, puisqu'il y avait un film tourné sur cette expédition nationale. Je parlais des Sherpas, je crois qu'il y en avait 50, 60 Oui, c'était des expéditions très lourdes. Alors, ils partaient aussi longtemps que toi, mais un peu avec un peu plus de matériel. Avec un peu plus lourd, quand même. Est-ce que le but... on voit bien la différence entre les expés d'aujourd'hui et une expé comme ça à l'époque, où le portage était organisé, structuré, ils avaient des malles, ils avaient des tonnes de matériel. Malheureusement, ils en ont laissé beaucoup en route aussi à l'époque, y compris l'Oxy. Bon, une autre époque. Vous auriez aimé, Benjamin Weiden, vivre cette époque de pionnier, en tout cas pour ce qui est de l'Himalaya? Après, la logistique, c'était effectivement... C'était normal à l'époque d'avoir autant d'éléments, d'avoir aussi une équipe conséquente avec des médecins. Mais par contre, le degré d'exploration était quand même... devait être excitant. Oui, c'était des explorateurs autant que des alpinistes. Donc ça, c'est sûr qu'on jalouse un peu. Je crois ils ont mis 3 jours de vol avec je ne sais plus combien d'escales pour aller à Katmandou. Et ouais. Là, il n'y avait pas de cartographie GPS, il n'y avait pas de cartographie tout court. Et puis, après, il y a aussi cette notion de ces équipes qui étaient créées. Ça devait aussi avoir un côté tensiogène entre certains membres, j'imagine, mais il devait y avoir aussi un côté quand même sympathique de se retrouver tous ensemble. Et on en discutait notamment avec des collègues que ça pourrait être sympa d'essayer d'un jour de pouvoir faire une expédition avec, je sais pas, 10 alpinistes français, parce que finalement, on part en équipe très réduite, quoi. Et de faire un gros objectif avec beaucoup de personnes, un peu la foire, quoi, comme ça me viendrait bien à l'idée un jour. Là, il y avait les 8 meilleurs, hein, puisque c'était une sélection nationale. Il y avait Lionel Terré, il y avait Jean Cousy, Jean Franco, Guido Magnon, qui sont des noms qui ont marqué l'histoire de la montagne, de l'Himalaya, des Alpes. Effectivement, il faut faire cohabiter toutes ces personnalités, ces égos. Votre père avait un caractère assez fort aussi. Oui, je pense qu'on peut le dire, oui. J'écoutais Benjamin tout à l'heure. Je disais, en fait, oui, il aimait pas monter en second, il aimait pas dépendre de quelqu'un d'autre accroché sur la même corde que lui. Et puis après, dans le livre, à un moment, il dit qu'il avait fini par faire du solo. Parce qu'en fait, il a vraiment fait des grandes courses en solitaire dans les Alpes, entre autres, mais au tout début du solo. Et il dit, de toute façon, j'ai préféré le solo parce que les gens se plaignaient, j'allais trop vite et je mangeais pas assez.
Voilà comment il a été conduit au solo. Et après, forcément, ce genre de caractère dans une expé structurée, organisée, avec une hiérarchie. Papa n'aimait pas trop la hiérarchie non plus. Donc c'était... Je crois qu'il l'explique pas trop mal dans le chapitre sur Macalou. On sent dans ce livre que, par exemple, avec Lionel Terray, il n'y a pas forcément une grande affinité. Oui, il a tenu à rétablir un certain nombre de vérités et de les écrire pour laisser sa vérité avant de partir. Donc, bon, je pense que il y attachait une grande importance. Ouais. Alors, Lionel Terray était la grande star de l'époque, alpiniste grenoblois, qui était fléché pour être le premier à à gravir le Macalou si les conditions étaient réunies. Votre papa a failli lui griller la priorité oui, ce jour-là. Dans les jours qui précèdent, sur une reconnaissance, ils étaient deux, ils se sont posé la question de savoir s'ils désobéissaient et qu'ils allaient au sommet, parce que je crois qu'ils étaient à 7000 et je pense que papa avait très envie d'y aller, mais il savait que c'était pas raisonnable, donc il a demandé à son compagnon de cordée on y va pas, et heureusement on lui a dit non, parce que sinon je pense que ça ne serait pas très bien passé. Ça aurait peut-être créé une petite polémique au sein de cette équipe d'élite. Bon, au final, les 8 grimpeurs d'élite français ont fini par arriver au sommet du Macalou avec quelques jours de décalage. Là, je crois que d'ailleurs, ce sont les images qu'on voit sont celles du jour où Serge Coupet a posé le pied au sommet de cette montagne. Oui, ils ont eu des conditions fantastiques, a priori, d'après ce qu'il a relaté. Et il a un peu démystifié l'événement en disant qu'en fait tout s'était bien passé. Je pense qu'il serait monté, je sais pas, au pic nord des Cavales, c'était pas plus compliqué. Ouais, c'est presque trop facile même par rapport à ce qu'ils avaient envisagé. L'exploit avait peut-être un peu moins de saveur finalement. C'était très bien d'ailleurs qu'ils reviennent tous entiers, sans problème. Et bon, c'est une expédition réussie. Après, il y en a eu beaucoup d'autres là-bas qui ne sont pas si bien passés. Donc, je pense qu'on réalise aujourd'hui l'exploit qu'ils avaient eu. Alors peut-être qu'ils ont eu de la chance, parce que toutes les conditions étaient réunies, mais je pense que pour l'époque, c'était vraiment un exploit incroyable. Ouais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de drame que cette page de l'histoire de l'alpinisme mondial a moins marqué peut-être que d'autres. C'était en tout cas pas le seul exploit de Serge Coupet. Il a ouvert de nombreuses voies d'escalade, je disais, en Chartreuse, dans le Vercors et surtout dans le massif de Loisan, à une époque où l'activité escalade est encore peu pratiquée. Je crois qu'on grimpait sans casque, par exemple. Il grimpait sans casque. Ça fait sourire Benjamin, mais... Oui, ça fait penser aussi à Jean-Michel Cambon qui grimpait aussi sans oui, c'est vrai. avec un foulard. C'était un bonnet, je crois, pour se protéger des chutes de pierre. Il mettait des chaussettes dans le bonnet au cas où il y a une pierre qui tombe. En tout cas, ce bouquin nous plonge dans une époque, une autre époque, avec d'autres codes, une époque où le secours en montagne, par exemple, se faisait à dos d'homme. Votre papa, plusieurs fois, a redescendu des alpinistes, morts ou vivants d'ailleurs, sur ses épaules. Oui, c'était une époque où le secours en montagne n'était pas structuré comme aujourd'hui, et où en fait, on voit à un moment les premiers gendarmes de haute montagne commencer à s'organiser pour faire des secours. Mais en fait, dès que le secours devenait compliqué ou technique, ils appelaient les meilleurs alpinistes de l'époque. Donc papa explique que plusieurs fois on lui demande, alors soit c'est des accidents auxquels il a été confronté parce qu'il était dans une voie à côté ou pas très loin, et que, du coup ils se sont déroutés pour aller porter secours ou redescendre des blessés, voire des morts, ou alors ils étaient sollicités pour aller monter des expéditions de secours, mais c'était des vraies expéditions de secours. Ouais. Il a arrêté sa carrière de haut niveau, en tout cas à 32 ans, ce qui est jeune. C'est pratiquement l'âge de Benjamin, qui n'a pas envie d'arrêter, j'imagine, pas tout de suite en tout cas. Bah, c'était un compétiteur. Quand il y a eu plusieurs facteurs. Quand il a vu arriver d'autres qui pouvaient peut-être aller aussi vite que lui, je pense qu'il était moins motivé. C'est assez explicite. Il dit que la compétition était la motivation. Plus que l'alpinisme en tant que tel, ce qui était pour l'époque quand même assez disruptif. Ouais.
Et puis après, il a eu une famille et il savait quand même que ce qu'il faisait, c'était dangereux. Il a eu la sagesse d'arrêter avant que ce soit trop tard. Il vous a initié, vous, à la montagne, ces enfants? Vous avez une sœur également Oui, alors on a fait des trucs quand on était gamin, mais en fait, il nous a jamais poussé à faire de la montagne parce que je pense qu'il avait une notion du risque et de la chance qu'il avait eu d'en sortir du bon côté. Donc, il nous a pas forcément poussé à faire la même chose que lui. Et puis nous, on n'avait pas forcément envie de faire la même chose que lui, parce que de toute façon, il l'avait déjà fait et qu'on aurait vraiment du mal à faire aussi bien, donc on a fait autre chose. Il est mort à 95 ans, ce qui est presque une exception parmi tous ceux qu'il a côtoyés dans sa carrière de grimpeur. Beaucoup sont restés sur les montagnes qui les attiraient tant. Ça s'appelle Ma Voie, de la résistance au grand alpinisme, puisqu'il a connu, quand il était lycéen à Chambéry, il a connu l'occupation italienne et allemande. Oui, il a été lycéen pendant la guerre et il a, entre guillemets, un peu pris le maquis. Il est monté dans les Bauges, il a organisé un peu la résistance, mais les marches d'approche qu'il a faites plus tard, c'était des marches d'approche qu'il a faites sur le capital qui s'était créé à ce moment-là, parce qu'en fait, il marchait énormément, il faisait du vélo, il faisait de la marche pendant la guerre pour être mobile, amener du matériel aux gens qui en avaient besoin. Et oui, il a eu une vie très remplie. Et ben voilà, elle est là, cette vie. Il n'a qu'un défaut, ce livre de 500 pages, c'est qu'il est un peu trop lourd pour que Jérémy puisse l'emmener en vadrouille. Je ne sais pas combien il pèse, mais à mon avis, il ne passerait pas le test. Kilos, non. Le test de la... J'ai toujours des solutions. Moi, je pourrais, par exemple, me le lire et m'enregistrer pour pouvoir le réécouter dans les oreilles. Bon, écoute, moi, j'ai d'autres solutions à proposer à ceux qui font attention à partir léger en montagne, puisque les éditions Glénat, notamment, ressortent des livres en format poche, donc beaucoup plus légers. Ça, ce sont les Népalaises de l'Everest, d'Anne Benoît Janin, qui raconte l'histoire de 9 Népalaises qui vont s'émanciper de leurs conditions en gravissant justement les 8000 qui les entourent. Et puis il y a également Naufrage au Mont Blanc, qui est un best-seller d'Yves Balu sur l'affaire Vincent Don et Henri, une affaire qui a marqué les esprits en 1957, de jeunes alpinistes qui vont mourir à portée de vue sous le Mont Blanc au début de l'hiver. Et c'est cette affaire qui... derrière, incitera les autorités à créer du secours en montagne professionnel, qu'on n'ait plus besoin de faire appel aux bonnes volontés de l'époque. Et puis, dernier livre en format poche, là, ce sont les éditions Paulsen qui s'y mettent aussi. C'est signé Jean-Michel Asselin, Patrick Edlinger, La liberté à main nue. Et regardez bien cette couverture de Patrick Edlinger. Ça m'a fait penser à une image. Là, c'est Benjamin Védrine cet été à la Dibona. Voilà, il y a un lien quand même, Benjamin. Oui, c'était le clin d'œil quand même. Ouais. Je pouvais le faire à ce moment-là. Je me suis dit, allez, lâche les pieds. Voilà, voilà, Patrick Edlinger qui a aussi marqué des générations de grimpeurs dans les années 80 avec ses solos. Très, très novateur pour l'époque. Merci à tous les trois d'être venus sur... je vais les rendre à Jérémy parce que voilà, j'ai l'impression que Benjamin, je sais pas, c'est pas son style. Je pourrais être attiré, mais une prochaine fois, en tout cas, le fromage m'attire davantage. Ouais. Bon, le fromage, il faudra qu'il en ramène de sa prochaine expédition. Je crois que vous partez en Himalaya la prochaine fois. Ouais, je repars en Himalaya, pas très loin du Pakistan. Je vais essayer de partir de Srinagar, la capitale du Cachemire indien, et marcher plein est jusqu'au Népal, donc pendant 3-4 mois. Bon, très bien. Benjamin ira un peu plus vite sur son K2. On ne sera pas très loin. Mais on ne sera pas très loin. Ouais. Merci. Du haut de ta montagne, tu me verras peut-être. Ouais, merci en tout cas à tous les trois d'avoir partagé ces aventures. On se retrouve prochainement pour d'autres grands airs.